C'est ce mardi 20 septembre que s'ouvre le débat général de la 71e Assemblée des Nations Unies à New York. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. Certains des principaux dirigeants des 193 pays de l'ONU doivent se succéder à la tribune. Nous vous proposons de suivre en direct sur Africa 24 ces différents débats. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, un peu de silence s'il vous plaît. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir aux Nations unies Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et je l'invite à prononcer son allocution à l'Assemblée générale. Et si certains souhaitent parler dans la salle, vous êtes invités à aller à l'extérieur de cette salle. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter Son Excellence M. Peter Thompson, représentant permanent des Fidji, élu président de la présente session de l'Assemblée générale, et lui souhaiter plein succès dans sa mission. Le Tchad l'assure de tout son soutien. Je tiens aussi à féliciter et remercier Son Excellence M. Morgan Lakeiknotov, président de l'Assemblée générale sortant, pour son dévouement et ses multitudes d'initiatives visant à renforcer le rôle de cet organe le plus démocratique et le plus représentatif des Nations unies. Je voudrais en même temps, au nom du Tchad et celui de l'Union africaine, féliciter et rendre un vibrant hommage à Son Excellence M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, dont le mandat arrive bientôt à son terme. Son leadership, son engagement et son investissement sans relâche 10 années durant ont contribué au renforcement du rôle de l'ONU et de la promotion de ses idéaux. Mesdames et Messieurs, distingués invités, fondée il y a 70 ans par 51 États membres, l'ONU en compte aujourd'hui 193 et l'évolution de l'humanité a rendu nos États de plus en plus interdépendants et interconnectés, tout comme les défis sont devenus globaux et communs. Le monde dans lequel nous vivons fait face à des menaces de plusieurs ordres et suscite de grosses inquiétudes. Les conflits armés, le terrorisme, le changement climatique, les migrations à grande échelle, le sous-développement, la pauvreté, les crises politiques, économiques et financières prennent une ampleur inégalée. Aucun continent, aucune région du monde n'est épargné par l'un ou quelconque de ces fléaux. Les citoyens du monde, tout niveau de vie confondu, vivent perpétuellement dans l'angoisse pour certains, le désespoir pour d'autres. Parce que les guerres, les violences aveugles, la misère et les effets néfastes du changement climatique se multiplient et l'espoir de les résoudre est mince. Le nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées à travers le monde, les naufrages à répétition des embarcations de fortune dans la Méditerranée, emportant des milliers de vies humaines, la tragédie syrienne qui se déroule sous nos yeux depuis plus de 5 ans sont entre autres des éléments palpables illustrant bien notre impuissance collective. Dans ce monde d'incertitude, l'Afrique est le continent le plus vulnérable
et les plus exposés. Victime de la spoliation coloniale et aux prises avec les multiples problèmes du sous-développement, l'Afrique est aujourd'hui attaquée de plein fouet par le terrorisme, la menace du siècle. La Somalie, la Libye, le Mali, le bassin du lac Tchad, le Sahel dans son ensemble sont gravement déstabilisés et le péril cherche à se répandre sur l'ensemble du continent. L'Union africaine et ses États membres, malgré la modestie de leurs moyens, sont fortement mobilisés et engagés dans la lutte contre ce fléau absolu. Pour preuve, les énormes sacrifices consentis par la MISOM en Somalie depuis 2004, la mise en place de la force mixte multinationale par les États du bassin du lac Tchad et le Bénin pour combattre le groupe terroriste Boko Haram, l'institution du groupe de G5 Sahel servant de cadre de coopération en matière de sécurité et de lutte contre toutes les menaces transfrontalières au pays du Sahel. Ces terrains de mobilisation devraient être renforcés et appuyés par l'ensemble de la communauté internationale sous toutes les formes, matérielles, financières, militaires et par le partage des renseignements. À cet égard, je lance un appel du haut de cette tribune à tous les États membres des Nations Unies, en particulier aux partenaires de l'Afrique, d'apporter leur contribution au Fonds africain de lutte contre le terrorisme créé en juillet dernier par le sommet de l'Union africaine tenu à Kigali, au Rwanda. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Afrique déploie également d'énormes efforts pour gérer les crises et conflits dont elle souffre en mettant l'accent sur la promotion d'une approche régionale de résolution des crises sous-tendue par une architecture de paix et de sécurité. Cette approche, qui mérite d'être fortement soutenue par la communauté internationale, vise à renforcer les capacités d'intervention des organisations régionales et sous-régionales compte tenu de leur proximité géographique, de leur connaissance du terrain, de leur rapidité et flexibilité dans le déploiement. La MIS, la MISOM, la MISMA, la MISCA sont autant d'exemples concrets de l'effort de l'Union africaine. La complexité des conflits dans le monde, y compris en Afrique, est telle qu'aucune organisation ne peut le résoudre toute seule. C'est pourquoi l'Union africaine a toujours plaidé en faveur d'un partenariat stratégique avec les Nations unies pour faire face aux défis sécuritaires sur le continent. En déployant toutes les opérations subventionnées, l'Union africaine l'a fait au nom de la communauté internationale et dans le respect des prérogatives du Conseil de sécurité des Nations unies. Par conséquent, l'Union africaine est en droit de compter sur le soutien multiforme, y compris financier, de l'ONU. Nous nous réjouissons que cette position de longue date de l'Union africaine soit partagée par le groupe indépendant de haut niveau des Nations unies sur les opérations de paix dans son rapport de 2015 unanimement salué. Dans cette optique, l'Union africaine, prenant sa part de responsabilité, a adopté au cours de son dernier sommet une décision visant à assurer les 25% des coûts des opérations de paix autorisées par le Conseil de sécurité sur le continent. Elle espère obtenir les 75% restants des Nations unies sur son budget de maintien de la paix dans un esprit de division du travail et de partage de charges. L'Union africaine attend donc avec impatience l'ouverture des discussions
fructueuse avec l'ONU sur cette proposition afin de parvenir à un accord qui puisse renforcer davantage le partenariat exemplaire entre l'Union africaine et les Nations unies dans l'intérêt de la paix, de la protection civile en temps de crise. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la situation politique et sécuritaire dans beaucoup de pays africains nous préoccupe profondément. Le Mali continue de faire l'objet des attaques de groupes terroristes en dépit de la présence des forces onusiennes sur le terrain et des accords de paix conclus après d'âpres négociations à Alger. La situation mérite une profonde évaluation de la communauté internationale en vue de mettre un terme à ce conflit par le dialogue sans perdre de vue les réponses spécifiques et appropriées à apporter à la menace terroriste. La situation en Libye et au Soudan du Sud demeure hautement préoccupante et nécessite une mobilisation plus accrue de la communauté internationale, impliquant fortement et sur une base concertée des organisations régionales respectives concernées dans le règlement de ces crises. À cet égard, l'action conjointe de l'Union africaine et des Nations unies visant à déployer une force de protection des civils de 4000 hommes en sus de la mission des Nations unies au Soudan du Sud, MINUSTAH, est à saluer. Nous appelons également à plus d'interaction entre le panel de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan et les Nations unies en vue d'amener les parties non signataires des accords de Doha pour la paix au Darfour à le faire. En République centrafricaine, malgré la tenue avec succès des élections présidentielles et législatives, la situation demeure fragile, comme le prouvent les derniers affrontements qui ont eu lieu entre groupes armés à l'intérieur du pays. Cette situation a besoin d'être suivie de façon durable et les nouvelles autorités centrafricaines doivent être appuyées davantage dans leurs efforts de normalisation. J'appelle la communauté internationale à poursuivre et renforcer son appui au processus de consolidation de la paix et de réconciliation nationale. Nous exhortons également les acteurs politiques dans les pays frères comme la RDC, Burundi et le Gabon à privilégier le dialogue et la concertation des crises pré- et post-électorales. L'Union africaine est prête à les accompagner dans le règlement de leurs différends par des moyens pacifiques. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les graves crises que traversent l'Irak, la Syrie et le Yémen doivent interpeller notre conscience collective au regard du nombre de morts et de blessés, de déplacés et de réfugiés, ainsi que des destructions de leurs infrastructures vitales. La communauté internationale se doit de trouver de toute urgence une solution politique à toutes ces crises par des négociations directes entre les belligérants. S'agissant du conflit israélo-palestinien, nous appelons à une solution définitive, juste et équitable, garantissant à Israël sa sécurité et aux Palestiniens un État indépendant et viable, et exhortons les deux parties à la reprise du dialogue et à la relance du processus de paix en fixant clairement le cadre de négociation future assorti d'une date butoir permettant de mettre fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Afrique n'est pas qu'un gigantesque réservoir de matières premières. C'est aussi un peu plus d'1 milliard d'hommes et de femmes qui aspirent à un développement harmonieux, accompagné du bien-être social et de prospérité. La communauté internationale
est capable d'éradiquer la pauvreté sur Terre pourvu qu'elle tienne les engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable, mettant l'être humain au centre de toutes les préoccupations. La mise en œuvre de cet agenda devrait être une priorité absolue pour éliminer l'extrême pauvreté, lutter contre le changement climatique, renforcer la résilience et promouvoir une croissance économique durable profitant à tous. À cet égard, nous soulignons l'impérieuse nécessité d'une mobilisation effective des ressources nécessaires au financement du développement conformément au plan d'action d'Addis Abeba. L'Afrique s'engage à jouer sa partition, à veiller à un agencement efficace d'efforts et une cohérence dans les objectifs entre son agenda 2063 et l'agenda 2030. Aucune région du monde, aucun État ne peut prospérer seul, entouré d'un océan de misère et de pauvreté, sans subir les conséquences de celle-ci. Les vagues migratoires successives des jeunes Africains vers l'Europe, auxquelles on assiste quotidiennement et dont des milliers sont morts noyés, interpellent l'ensemble de la communauté internationale. On a beau ériger des barrières, construire des ghettos, mobiliser des forces navales pour contenir les migrants. Le phénomène ne s'arrêtera pas tant que les régions concernées ne seront pas étroitement associées et impliquées dans la réponse commune et surtout appropriée à apporter. Les solutions ébauchées au sommet de la Villette, tenues en 2015, semblent malheureusement être bien en deçà des attentes et des défis. Il ne s'agit pas de faire l'aumône à l'Afrique, mais d'établir avec elle un véritable partenariat stratégique face à des défis communs et globaux. Il n'est pas encore tard pour engager une action commune et concertée, prenant en compte les préoccupations légitimes de toutes les parties concernées. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'un des défis majeurs de l'Afrique est le changement climatique et les questions environnementales. L'avancée du désert, l'ensablement du fleuve Niger et le phénomène El Niño en Afrique australe, la déforestation sont les manifestations les plus frappantes du changement climatique en Afrique. Le lac Tchad, dont la superficie était 25 000 km² en 1960, réduite aujourd'hui à moins de 2 000 km², est une preuve supplémentaire de la dégradation du climat sur notre planète. Cette catastrophe écologique, mettant en mal la cohabitation entre les communautés et menaçant dangereusement la sécurité alimentaire dans le Sahel, n'est pas sans conséquence sur la sécurité et la stabilité de cette région, comme le montre la forte implantation et le développement accéléré de la menace terroriste. Le partenariat avec l'Afrique doit aussi se manifester dans la lutte pour la préservation de l'environnement sérieusement en péril. À cet égard, l'accord de Paris, signé le 22 avril dernier par tous les États, crée des obligations nouvelles et pose le cadre structurel pour la lutte contre le changement climatique sur le long terme. Il reste encore beaucoup à faire pour passer à des réalisations tangibles dans la mise en œuvre des engagements pris par toutes les parties selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Cet accord ne sera pas crédible que s'il s'accompagne des actions concrètes tendant à combler l'écart énorme entre les efforts promis et le noble objectif visé, y compris celui déjà fixé à Copenhague, à savoir mobiliser 100 milliards de dollars
par an d'ici 2020 en faveur des pays les plus pauvres. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la question de la réforme de l'ONU, notamment du Conseil de sécurité, demeure une préoccupation majeure de l'Afrique qui, à cause d'une injustice de l'histoire, reste marginalisée dans cet organe. Il est dommage que cette réforme que l'Union africaine appelle de tous ses vœux à chacun de ses sommets depuis des années ne suscite aucun intérêt. En tout état de cause, l'Afrique continue de plaider en faveur de la mise en place d'une organisation universelle, plus juste et équitable, tout en réaffirmant sa position sur cette question telle qu'exprimée dans le consensus des UI. Mesdames et Messieurs, la confiance et l'espoir dans les solutions mondiales que l'ONU aspire ne seront fondés que si toutes les nations, dans leur diversité, participent à leur conception et à leur mise en œuvre. Nous devons tous, comme dans une union, être fidèles à l'humanité, dans le meilleur comme dans le pire. Je vous remercie de votre aimable attention. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Tchad pour son allocution. J'invite les représentants à rester assis pendant que nous accompagnons le président. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Arthur Peter Mutharika, président de la République du Malawi. J'ai pris le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence, M. Arthur Peter Mutharika, président de la République du Malawi. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande joie que je me présente devant vous pour intervenir devant cette auguste assemblée. À l'instar des autres dirigeants ici présents, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la présidence de cette assemblée. Le monde vous a montré sa confiance. Nous sommes convaincus que vous saurez mener notre navire vers ses rêves. Votre élection atteste aussi de notre foi dans l'égalité des États, quelle que soit leur taille. J'aimerais également très sincèrement féliciter son Excellence M. Ban Ki-moon, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, pour l'excellente direction imprimée à votre mandat. Nous vous souhaitons les pleins succès pour l'avenir. Je pense que nous saurons trouver quelqu'un d'aussi compétent que vous pour vous remplacer. Je note également avec appréciation que le processus de sélection du secrétaire général, pour la première fois dans l'histoire des Nations unies, s'est attaqué aux questions de transparence et de démocratie. Si nous voulons promouvoir les vertus politiques de transparence et de démocratie de par le monde, charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Monsieur le Président, nous avons entrepris à l'unisson de transformer notre monde. Nous sommes convenus de la route qui mènera vers un monde meilleur, devra suivre les jalons que représentent les 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs nous montrent la voie vers un monde exempt de pauvreté.
Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le bilan des progrès accomplis, pour réaffirmer notre engagement en faveur de la réalisation de chacun de ces objectifs. Monsieur le Président, la mission de chaque génération devrait laisser un monde meilleur aux générations à venir. Notre mission n'est pour nous pas une gageure. Notre monde est en grand danger. Nombreux sont les innocents qui continuent de souffrir de la tragédie de la guerre. Nombreux sont les vies estropiées, mutilées, écourtées. L'instabilité politique continue d'ébranler nos rêves. Les conflits entraînent l'éclatement des communautés, des foyers, entraînant d'immigration sans fin. Nous sommes pris dans des cycles sans fin de violence, de terrorisme, de radicalisation, d'extrémisme, d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Cette histoire, nous ne pourrons pas la conter aux générations futures avec fierté. Notre monde vit une histoire pleine d'indignité, de honte. Notre planète est grandement menacée. Partout, le réchauffement planétaire menace notre existence à grand renfort d'ouragans, de cyclones, de tremblements de terre, de feux de forêt, d'inondations extrêmes et de sécheresses. Ces dangers menacent les économies fragiles de l'Afrique et du tiers-monde partout. L'Afrique et le reste du monde en développement souffrent d'une pauvreté déshumanisante. Elles souffrent des affres de la faim, de maladies insupportables, d'inégalités honteuses, d'inégalités entre les sexes. La plupart de ces tragédies, de ces défis ont été créés par l'homme. Les solutions sont entre nos mains. C'est essentiellement ici, dans cette assemblée, que nous devons faire des choix pour notre humanité. Ces défis, c'est nous qui devons les relever, personne d'autre. Nous devons le faire ici, nulle part ailleurs. Nous devons le faire maintenant ou jamais. Monsieur le Président, nous avons relevé ce défi de notre temps dans le cadre de l'adoption des 17 objectifs de développement durable. Mais ce n'est que le début. La pérennité de cette quête, la réalisation de ces objectifs passe par une compréhension mutuelle. Nous devons œuvrer de concert en tant que communauté humaine. Le Malawi apportera sa pièce à l'édifice, a déjà commencé à le faire. Nous continuons de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine parce que nous ne pouvons qu'avancer vers le progrès que si nos peuples sont libres. Nous prenons en charge nos frères, nos sœurs qui ont cherché refuge au Malawi parce que il en va de notre devoir. Nous garantissons la paix, la stabilité, la sécurité, la tranquillité pour chacun parce que nous devons créer un environnement propice au progrès. Nous suivons les principes de démocratie, l'état de droit, parce que l'humanité n'est en sécurité que lorsque nous sommes responsables les uns envers les autres. Nous prenons l'engagement de continuer à vivre en paix avec tous nos voisins, parce que la paix et l'harmonie nous sont chers, Monsieur le Président. L'engagement du Malawi en faveur de la paix et de la sécurité internationale n'est plus à démontrer. Nous envoyons des forces de maintien de la paix dans différentes régions d'Afrique et au-delà depuis longtemps déjà. Je suis heureux d'annoncer que ce qu'a fait le Malawi en matière de maintien de la paix a été significatif et remarquable. Nous sommes à cet égard engagés en faveur de ce que font les Nations Unies. En tant que phare de paix, nous avons également activement mis en œuvre l'agenda 2063 de l'Union africaine, bien décidé à faire taire les armes d'ici 2020. Au plan économique, Monsieur le Président, le Malawi continue d'enregistrer des progrès réguliers en dépit des défis qu'il nous reste à relever. Le pays a enregistré une croissance de son PIB de 3,2% en 2015 contre une moyenne mondiale de 3%, un taux qui devrait atteindre 5% en 2016. Bien que l'inflation ait été affectée du fait des pénuries alimentaires, des importations massives de maïs. Les importations massives de maïs devraient nous aider à réduire l'inflation, à améliorer l'emprunt. L'endettement
intérieur et étranger reste durable, tenable. L'économie progresse. Des emplois sont créés, des emplois dont ont besoin les jeunes en particulier. À l'avenir, une conjugaison de programmes de réforme budgétaires et macroéconomiques va être mise en œuvre. Nous nous sommes lancés dans des projets qui visent à améliorer le PIB, à parvenir à une inflation à un chiffre, à améliorer les taux de l'emprunt pour susciter la croissance et la confiance. En 2015, nous avons vécu les pires inondations, lesquelles ont touché plus de la moitié du pays. En 2016, c'est l'inverse qui s'est produit. La sécheresse a brûlé la moitié du pays. Lorsque l'on parle de changement climatique, n'oublions pas que ce sont des êtres humains qui en subissent les effets de plein fouet. Nous avons un devoir d'humanité à respecter. Ici, aujourd'hui, nous allons signer l'accord de Paris. Nous sommes engagés à le ratifier et à l'intégrer à la législation nationale, car il s'agit d'un accord crucial. Nous avons déjà adopté une politique en matière de changement climatique, laquelle régira la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous avançons dans le cadre de notre lutte contre le changement climatique. Nous progressons aussi dans le domaine de la santé, Monsieur le Président. Des approches innovantes, pionnières ont été mises en œuvre dans le cadre de la gestion de la pandémie de VIH-Sida. Nous sommes parmi les rares pays du continent africain ayant réussi à lancer son programme de tests et de prise en charge. Nous gérons la pandémie. Mais je lance un appel, nous avons besoin d'efforts concertés pour gérer les maladies non transmissibles telles que l'hypertension, le diabète et le cancer. En ce qui concerne l'égalité entre les sexes, Monsieur le Président, le Malawi a pris des mesures proactives afin de mettre un terme à la vulnérabilité des femmes et des fillettes, des adolescentes face à la violence et aux atteintes. Nous nous concentrons sur un rééquilibrage des rôles en matière de reproduction et de production pour améliorer la participation des femmes au processus décisionnel. Nous nous attaquons aussi à la violence sexiste. Tout ceci exige la collaboration avec les dirigeants traditionnels, ainsi que de mettre un terme aux pratiques rétrogrades qui nuisent aux femmes et aux fillettes. Nous avons amélioré les mesures, la réforme juridique, politique, dans ce domaine. Nous avons adopté un plan pour l'égalité entre les sexes 2016-2020. Avons renforcé la collecte des données tenant compte des considérations hommes-femmes. En ce qui concerne le commerce, l'investissement et l'accès au marché, nous continuons d'ouvrir notre économie et offrons nombre de débouchés en matière d'investissement. Nous avons ouvert à l'investissement les secteurs de l'extraction minière, de la secteur manufacturier, l'agriculture, l'ajout de valeur, le tourisme, le transport, l'eau, l'énergie, le secteur financier. L'environnement d'affaires s'améliore rapidement. Nous sommes prêts à faire affaire avec le monde. Par conséquent, j'invite la communauté mondiale à assister à la conférence annuelle des investisseurs qui aura lieu au Malawi, à Lilongwe, les 10 et 11 octobre de cette année. Monsieur le Président, il est impératif que les marchés régionaux et mondiaux soient libres de distorsions telles que les subventions, les droits de douane et les obstacles non tarifaires. Nous devons respecter et réaliser les aspirations de l'Organisation mondiale du commerce au travers de son programme de Doha pour le développement. La communauté mondiale doit prendre conscience que ce n'est que en prenant ce type de mesures que les pays d'Afrique pourront produire et améliorer la valeur de leurs produits de base. Nous créerons ainsi les emplois nécessaires. Nous pourrons garder nos jeunes sur notre continent, améliorer la croissance et la prospérité. Sans investissement dans ces domaines, empêcher les jeunes du continent africain de quitter nos pays sera difficile. Ils n'auront d'autre choix que de franchir les océans en quête de meilleurs débouchés dans les économies développées.
Ces investissements réduiront aussi le risque de radicalisation et d'extrémisation des jeunes qui menacent la paix et la sécurité à l'échelle nationale et internationale. Je dois insister sur le fait que la pauvreté en Afrique menace la communauté mondiale. La pauvreté, le désenchantement qu'elle entraîne parmi les jeunes peuvent être source de radicalisation. Monsieur le Président, en ma qualité de chantre des jeunes auprès des Nations Unies, je suis engagée à promouvoir le développement des jeunes, à mettre à profit le dividende démographique du Malawi sur le continent africain et au-delà. Je suis ravie d'annoncer que l'Union africaine a adopté comme thème pour l'année 2017 à l'échelle de l'Union africaine celui du dividende démographique. J'en appelle aux dirigeants de ce monde, leur demande de rejoindre les efforts de l'Union africaine pour accorder la priorité à l'investissement dans la jeunesse, pour accélérer la transformation socio-économique et le développement au niveau mondial. S'agissant de la réforme au sein des Nations Unies, notre position était consacrée dans le consensus des Uluwini et dans la déclaration de Sirte. Nous sommes convaincus que la réalisation des ODD ne sera pas possible dans un monde sans représentation, sans équité, sans efficacité, sans transparence ou responsabilisation à l'échelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par conséquent, mon pays appuie les efforts déployés pour trouver le moyen de réformer, de revitaliser les Nations Unies. Nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adéquate à cette question. Monsieur le Président, en guise de conclusion, permettez-moi de rappeler que le Malawi fait tout son possible pour venir à bout de décennies de sous-développement, de maladies, de famines qui ont retardé le développement de notre pays. Nous sommes en quête de dignité pour notre peuple, lequel doit trouver sa place dans le monde. Le Malawi peut être un partenaire productif pour transformer notre monde. Nous sommes à la barre de cette transformation. Nous sommes la génération qui devra transformer ce monde. L'histoire exige qu'ensemble, nous en assumions la responsabilité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Malawi de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de rester assis pendant que nous prenons congé du président. Merci. C'était la première partie des débats de cette première journée de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.